Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument. L'art de la guerre de Sun Tzu, c'est bien plus qu'un simple traité militaire, évidemment. C'est un pilier de la culture chinoise, le plus ancien texte de stratégie qu'on connaisse. Et il est célèbre pour cette idée de soumettre l'ennemi sans combattre. Pour en parler, on s'est basé sur pas mal de choses, des études qui comparent les traductions, des récits historiques sur comment le livre a voyagé, des chronologies et puis des analyses sur pourquoi il reste si pertinent. L'objectif, c'est de comprendre comment ce classique, né en Chine il y a 2500 ans, est devenu un phénomène mondial. On va regarder qui l'a traduit, pourquoi est-ce que ces versions nous disent, pas juste sur l'œuvre, mais aussi sur les époques qui l'ont reçue. Et vous allez voir, il y a des surprises dans l'histoire de ces traductions. Tout à fait. Et pour commencer, rappelons peut-être juste que l'auteur, enfin l'auteur présumé, Sun Tzu, ou Sumu, a organisé ça en 13 chapitres. Et son impact en Chine, il a été immédiat. La preuve, c'est que le fameux seigneur de guerre Cao Cao, il en fait déjà le premier commentaire connu au début du IIIe siècle. Ça situe l'importance stratégique très tôt, quoi. Ah oui, troisième siècle déjà. Et avant même d'arriver chez nous, en Occident, l'art de la guerre circulait déjà pas mal en Asie, c'est ça? Exactement. On soupçonne une influence en Corée dès le IIe siècle, mais c'est vraiment attesté au VIe. Au Japon, ça arrive entre le Ve et le VIIe siècle. Et il y a même eu des traductions plus anciennes dans des langues minoritaires en Chine même, comme le Xixia, le Mandchou. Donc oui, le texte voyageait bien avant qu'on s'y intéresse en Europe. Et la première fois en Occident, alors? Eh bien, la toute première traduction occidentale connue, elle est française. C'est l'œuvre d'un jésuite, le père Joseph-Marie Amiot, en 1772. 1772, d'accord. En plein siècle des Lumières. Oui, c'était une époque de grande curiosité en Europe pour la Chine. On parle même d'une possible commande royale, peut-être Louis XV. Et au-delà de cette curiosité un peu générale, est-ce que les choix d'Amiot, même ses erreurs, ça nous dit quelque chose sur ce que l'Europe cherchait, là, en Chine, à ce moment-là? Une sorte de rationalité, peut-être? C'est une très bonne question. Bon, sa version a été critiquée plus tard, c'est vrai. Lionel Gilles, on y reviendra, l'a même traité d'imposture. Carrément. Oui, mais elle reflète sans doute cet intérêt pour une sagesse chinoise vue comme pragmatique, organisée. Ça contrastait peut-être avec les conflits européens de l'époque. Mais bon, ces approximations ont fait qu'elle est un peu tombée dans l'oubli pendant un long moment. Et il faut attendre le début du XXe siècle pour que l'intérêt revienne en force, avec un événement déclencheur, la guerre russo-japonaise de 1905. Voilà, l'efficacité japonaise a surpris, a intrigué l'Occident, qui s'est mis à chercher de nouvelles inspirations stratégiques en Asie. Et c'est là qu'arrive la première traduction anglaise. C'est ça, en 1905, par un certain E.F. Calthorpe. Fait intéressant, elle est basée sur une version japonaise du texte. Calthorpe lui-même ne maîtrisait pas le chinois au départ. Ah d'accord, c'est pour ça que le titre c'était Sun Tzu. Exactement, c'est la prononciation japonaise. Bon, cette première tentative a été jugée assez... Médiocre. Il a sorti une version révisée en 1908, basée sur le chinois cette fois. Mais celle qui va vraiment marquer les esprits et devenir la référence, c'est celle de Lionel Giles en 1910, Sun Tzu on the Art of War. Oui, Giles, c'était autre chose. Sinologue au British Museum, il amène une rigueur académique qui manquait. Il voulait explicitement corriger Calthorpe. Et son style, on dit qu'il est différent. Plus flexible? Des phrases plus courtes. Oui, c'est souvent comme ça qu'on le décrit. Un vocabulaire assez riche, si on le compare par exemple à Lin Wusun, beaucoup plus tard. Qui est Lin Wusun? On va y venir, c'est un traducteur chinois important de la fin du XXe siècle. Mais pour rester sur Giles, lui, c'est le savant édouardien. Il cisèle sa prose, il a une certaine liberté d'interprétation qui était peut-être plus acceptée à l'époque. Lin Wusun, lui, travaillera dans un contexte différent, de promotion culturelle chinoise plus officielle. Son style sera peut-être plus uniforme, visant une clarté systématique pour un public mondial. Des phrases souvent plus longues. Chaque style reflète vraiment son époque et son but, quoi. Intéressant cette mise en perspective. Et avant de quitter cette période, il y a une autre étape clé, non? La première traduction anglaise par un Chinois. Absolument. Zheng en 1945, publié depuis Chongqing pendant une période très difficile pour la Chine. Le titre était The Art of War, Military Manual written in 510 BC. Et le but était clairement affiché, promouvoir la culture classique chinoise sur la scène mondiale. Un geste culturel assez fort dans ce contexte.
Oui, on imagine. Et juste avant ça, il y a eu aussi une adaptation importante de Giles. Oui, Thomas Rare Phillips, en 1944, dans The Roots of Strategy. Il fait quelque chose d'intéressant. Il simplifie un peu l'appareil critique, moins de notes savantes, et il ajoute des sous-titres. L'idée, c'était de rendre le texte plus accessible à un public militaire plus large. Une tendance qui va se confirmer, j'imagine. Tout à fait. Et c'est aussi à cette époque que ça se traduit en allemand, 1910, en russe, dès 1860, mais souvent en passant par le français, en espagnol, 1903. Ça y est, la carrière internationale est lancée. Alors, passons à la période suivante, des années 50 à la fin des années 80. Le contexte change radicalement. Guerre froide, guerre de Corée, puis le Vietnam. Oui, et là, les États-Unis deviennent vraiment un centre majeur pour l'étude et la diffusion de Sanzio. Et c'est là qu'arrive une traduction très influente, celle de Samuel B. Griffiths en 1963. Exactement, Griffith, c'était un général de brigade américain. Sa version, Sun Tzu, The Art of War, est très marquée par une perspective militaire. Elle est préfacée par le grand théoricien militaire Liddell Hart, qui n'est pas rien. Elle a une influence énorme. Elle est même entrée dans la collection UNESCO des œuvres représentatives. On dit qu'elle a pas mal aidé les militaires américains à, disons, essayer de comprendre la stratégie nord-vietnamienne pendant la guerre du Vietnam. Et cette focalisation très militaire de Griffiths, est-ce qu'à l'époque, on a senti que ça réduisait un peu la portée plus philosophique de Sun Tzu, ou est-ce que c'était juste pertinent pour le contexte? Sans doute un peu des deux. Pour les militaires et les stratèges, c'était hyper pertinent, très éclairant. Pour d'autres, ça mettait peut-être un peu de côté la dimension plus taoïste, plus philosophique que d'autres traductions allaient explorer plus tard. Mais son impact sur la pensée stratégique en Occident, il est indéniable. Et puis alors, en 1981, surprise, c'est James Clavell, l'auteur de Shogun, qui s'y colle. Ah oui, Clavel. Alors lui, ce n'est pas une traduction académique au sens strict. C'est plutôt une réécriture basée sur Giles, mais rendue très accessible, avec une approche qu'on pourrait qualifier d'humaniste. Et ça a été un carton commercial, non? Énorme. Un succès phénoménal. Son but affiché, c'était d'inspirer les dirigeants pour la paix. Ce qui est assez ironique pour un auteur dont les romans explorent beaucoup le conflit d'ailleurs. C'est une des nombreuses ironies de l'histoire de ce texte, on dirait. Absolument. Clavel a vraiment popularisé Sun Tzu bien au-delà des cercles militaires ou académiques. Sa version, même si elle est critiquée par les puristes, elle a ouvert la voie à une appropriation beaucoup plus large du texte. Et justement, cette période voit aussi éclore des interprétations nouvelles, plus diversifiées. Oui. Par exemple, Thomas Cleary, en 1988, qui va vraiment insister sur les liens avec le taoïsme, explorer la dimension plus spirituelle, philosophique. Et la même année, il y a R.L. Wayne avec The Art of Strategy. Ça, c'est une réinterprétation assez audacieuse. Wing cherche explicitement à appliquer Sun Tzu aux conflits non militaires. Non militaires, c'est-à-dire... Les conflits psychologiques, interpersonnels, dans les relations. Il propose même un format un peu original en 52 sections, comme une sorte de guide hebdomadaire. Ah oui, intéressant. Et Wing, c'est vraiment un tournant. Il catalyse la recherche d'applications pratiques en dehors du champ militaire. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que sortent les premiers bouquins qui appliquent spécifiquement Sun Tzu au monde des affaires. Le fameux Sun Tzu pour le business. C'est ça. Des gens comme Luke Chan et Bing-Fu Chen en 88, Koo Keng-Or à partir de 1990. Le monde de l'entreprise commence vraiment à s'emparer du texte. Et un autre fait intéressant de cette période, la Chine elle-même qui commence à exporter sa propre lecture moderne. Oui, tout à fait. La traduction anglaise du commentaire du général Tao en Zhang, publié en 1987, va devenir un manuel dans les académies militaires américaines. On dit même qu'elle a été distribuée pendant la première guerre du Golfe. Incroyable! La boucle qui commence à se boucler, comme on disait. Exactement. Ce qui nous amène tranquillement à la période actuelle, disons de 1990 à nos jours. Et là, le contexte change encore. Fin de la guerre froide, la guerre du Golfe de 91, la montée en puissance de la Chine. Et c'est l'explosion. Vraiment. Le nombre de traductions, on parle de plus de 1600 éditions différentes, rien qu'en anglais. Des traductions dans plus de 60 langues. Son utilisation à West Point est non seulement confirmée, mais aussi médiatisée. C'est vertigineux. Et j'imagine que la diversité des traducteurs et des approches explose aussi. Complètement. On trouve de tout. Des universitaires, des militaires, des artistes, des figures religieuses, des entrepreneurs, des consultants. Chacun y va de son interprétation, de son angle. Difficile de s'y retrouver. Est-ce qu'il y a quand même quelques traductions ou approches qui sortaient du lot dans cette profusion? Oui, on peut en citer quelques-unes marquantes. Par exemple, Roger T. Ames,
en 1993. C'est le premier à vraiment intégrer les découvertes archéologiques très importantes des lamelles de bambou de Yinkeshan. Ça a permis une lecture renouvelée avec un angle très philosophique. Il y a aussi Ralph D. Sawyer, vers 1993-94. Ces traductions sont connues pour leur contexte historique extrêmement détaillé, les notes très abondantes. Et son approche de la traduction elle-même, elle est particulière. Oui, Sawyer est intéressant pour ça. Il pratique ce qu'on appelle parfois l'étrangéisation, c'est-à-dire qu'il choisit de conserver certains termes chinois clés, comme Shi ou Dao. Shi, Dao, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, Dao, c'est souvent traduit par la voie, le principe directeur, la bonne méthode. Shi, c'est plus complexe. Ça renvoie au potentiel stratégique inhérent à une situation, à la configuration des forces, à l'élan. Sawyer pense qu'une traduction directe par un seul mot occidental appauvrirait le sens. Donc, il garde le terme chinois et l'explique. D'accord, donc étrangéisation, c'est l'idée de garder une couleur locale, une spécificité culturelle, pour ne pas perdre la nuance. C'est exactement ça. C'est l'inverse de la domestication, où on essaierait de tout rendre le plus familier possible pour le lecteur d'arrivée, en traduisant systématiquement les mesures, les concepts. Sawyer, lui, cherche un équilibre. On peut aussi mentionner G.H. Wang, 1993, un traducteur sino-américain qui met en avant justement sa double culture pour expliquer les glissements de sens possibles entre le chinois et l'anglais. Eileen Wusong, dont on parlait tout à l'heure, publie sa traduction majeure dans la collection Library of Chinese Classics, vers 1994-1999. Il cherche un équilibre entre philosophie et militaire, avec une prose assez concise. Sa stratégie de traduction est mixte. Il fait de l'étrangéisation pour certains termes culturels, comme les unités de mesure Zong, Dan, mais il domestique d'autres choses, comme les noms d'armes. On voit bien la diversité des choix possibles. Et est-ce qu'il y a eu des traductions qui ont fait plus débat? Oui, on peut penser à celle de John Minford en 2002. Minford est un traducteur littéraire très reconnu. Il cherche un rythme, une poésie dans le texte. Il propose une structure originale, avec le texte nu, puis le texte annoté. Et qu'est-ce qui a posé problème? Ce sont surtout ses commentaires, ses paratextes, qui ont été critiqués par certains. On lui a reproché des jugements culturels perçus comme un peu réducteurs, ou des analogies jugées discutables, notamment autour du concept de Geidao. Ah, Guédao, souvent traduit par ruse, tromperie, la voie de la déception. C'est un concept clé, non? Oui, très important. En gros, Minford l'a interprété d'une manière qui, pour certains critiques, liait trop ce concept à une forme de tromperie potentiellement négative et associait ça à une critique du courant philosophique légaliste en Chine. Ça a été vu comme manquant de nuances ou projetant une vision occidentale un peu critique. Ça montre bien à quel point l'interprétation d'un seul mot peut être complexe et sujette à débat. Tout à fait. Et juste pour finir ce petit tour d'horizon, la traduction assez récente de Peter Harris, 2018, qui est préfacée par le général David Petraeus, montre bien que l'intérêt des sphères militaires et stratégiques occidentales est toujours très vif. Et pendant que toutes ces traductions foisonnent, les applications en dehors du militaire, elles, explosent littéralement. On l'a dit? Politique, diplomatie, leadership, management, marketing. Oui, on trouve des titres comme The Marketing Wisdom of the Art of War. C'est ça. Finance, sport, développement personnel, on parle même d'applications pour l'intelligence artificielle, l'aérospatiale. Des drains patrons comme Bill Gates, Masayoshi Son de SoftBank, le citent comme une source d'inspiration. C'est devenu presque un passage obligé dans le monde des affaires, on dirait. Et ça infuse aussi la culture populaire, des jeux vidéo anciens comme Ancient Art of War, des documentaires sur History Channel, un album entier du groupe de métal Sabaton, des clins d'œil dans des séries télé. Sun Tzu est vraiment partout. Ce qui nous ramène à notre question de départ, finalement. Pourquoi cette fascination qui ne se dément pas pour un texte qui a 2500 ans, à travers tant de cultures, tant de domaines différents? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui se combinent. D'abord, évidemment, il y a la profondeur stratégique militaire du texte lui-même. Des idées fondamentales comme l'importance du politique sur le militaire, le fameux vaincre sans combattre, l'analyse objective de la situation avec les 5 facteurs, les 7 stratagèmes, l'importance de l'adaptabilité, tout ça reste incroyablement pertinent. Un militaire britannique comme John Slessor disait que ça semblait avoir été écrit hier. Ensuite, il y a son applicabilité universelle. Les principes de compétition, de stratégie, de psychologie, de gestion des ressources, de l'information, ils dépassent largement le cadre de la guerre.
Il y a aussi une richesse philosophique, une sorte de pensée dialectique, les paires d'opposés comme force-faiblesse, ordre-désordre, surprise-orthodoxie, qui parle à beaucoup de situations complexes, compétitives. Troisième point, un intérêt sociétal très large. Le fait qu'il soit étudié aussi bien à Harvard Business School qu'à West Point, ça montre bien. Et puis, il y a cette aura de la sagesse ancienne, ça fascine toujours un peu. Quatrièmement, et c'est vraiment au cœur de notre discussion aujourd'hui, le rôle dynamique de la traduction. Chaque traduction n'est pas juste une copie dans une autre langue, c'est une réinterprétation. Chaque traducteur, avec son bagage culturel, son époque, ses intentions, apporte une nouvelle lecture, insuffle une nouvelle vie au texte. Et l'évolution des études sur la traduction elle-même, qui sont passées d'un focus très linguistique à une approche plus culturelle, a permis des lectures beaucoup plus diverses et ça élargit l'audience. Ce ne sont pas juste des mots qu'on traduit, ce sont des ponts culturels qu'on reconstruit sans cesse. C'est une très belle image, les ponts culturels. Et enfin, dernier point, les échanges interculturels eux-mêmes. Les colloques internationaux, les publications croisées entre la Chine et l'Occident, tout ça nourrit un dialogue permanent autour de l'œuvre et maintient l'intérêt vivant. Ce qui est quand même frappant, c'est ce paradoxe. On a un livre sur l'art de la guerre, mais dont l'essence, c'est l'efficacité, l'économie de moyens, idéalement la victoire sans combat. Et ce livre devient, à travers ses multiples traductions, un outil de dialogue, de compréhension interculturelle. Donc, si on devait résumer ce parcours assez fou, l'art de la guerre est passé d'un manuel militaire de la Chine antique à une source de sagesse stratégique mondiale constamment redécouverte, réinterprétée, révitalisée par le travail des traducteurs. Chaque nouvelle application, que ce soit dans le business ou le développement personnel, c'est comme une nouvelle conversation qu'on engage avec Sun Tzu. Ça montre la vitalité incroyable de ce texte. Et les débats continuent sur le sens profond de concepts comme Dao, Tien, le ciel, le temps, le bon moment, Shi, ce fameux potentiel stratégique, ou Guy Dao, la voie de la manœuvre, de l'adaptation, parfois de la ruse. Chaque génération, chaque culture y apporte son propre éclairage, ses propres questions. Et pour laisser notre auditoire avec une dernière piste de réflexion, qu'est-ce que cette fascination persistante pour l'art de la guerre, sous toutes ses formes militaires, philosophiques, économiques, même spirituelles, nous dit sur nos propres besoins aujourd'hui, sur notre manière de naviguer la complexité, la compétition, les conflits dans notre monde moderne? Comment est-ce qu'une sagesse qui a 2500 ans peut encore nous parler, nous éclairer? Voilà, une question ouverte à méditer.